Bien, je vous présente Martin, qui est le responsable ProSvastika au Canada. Ça va bien? Oui, bonjour Sylvie, ça va très bien. Toi aussi? Oui, ça va bien. Ok, d'accord. Alors, bonjour à tous. J'aimerais préciser en premier que ProSvastika est non seulement présent au Canada, mais dans beaucoup de pays à travers le monde, euh, afin d'informer et de faire connaître la vraie signification du Svastika, qui, rappelons-le, n'a jamais été un symbole négatif de violence, mais plutôt qui a toujours été associé à la paix, au bien-être humain et à la spiritualité. Merci, Martin. Mhm. J'ai une Mhm. première question pour toi. En fait, deux. J'aimerais savoir dans combien de pays on peut retrouver le Vastika, puis depuis combien d'années ce symbole existe? Euh, on ne connaît pas précisément le nombre de pays et de cultures où se retrouve le Svastika, mais il y en a énormément. Mais cependant, je peux m'avancer à dire que le Svastika était déjà répandu sur tous les continents à des époques où la navigation transocéanique n'existait pas encore. Alors, vous allez voir. Et pour être plus précis encore, j'ajoute que l'humanité est en contact avec le Svastika depuis environ 13 000 ans. C'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Alors, je fais immédiatement un partage d'écran parce que j'ai quelques photos à vous montrer. Alors, vous pouvez voir ici différentes représentations du Svastika. Et ici, on voit les Hopis, qui est une Première Nation d'Amérique du Nord. Il y en a du Tibet, de la Chine, du Japon, de l'islam juif également. Vous voyez, il y a un Svastika juif, alors c'est intéressant pour eux. Et l'Inde, etc. Je vous montre une autre template. C'est très intéressant, hein. L'Inde, c'est partout, partout, partout. Le Svastika se retrouve partout. En Éthiopie, surtout au Pérou, évidemment. Sur tous les continents, il y en a. J'attire votre attention sur celui qui est dans le coin ici, qui est, j'imagine, une des plus vieilles représentations du Svastika, puisque c'est écrit en dessous 10 000 ans BC. C'est pas la Colombie-Britannique, là. BC, before Christ, alors 10 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, ça se rapproche pas mal de ce que je vais vous raconter après. D'autres représentations, mais ça, ce sont des artefacts. Okay? Il y en a de partout. L'Iran ici, pardon, le Pérou, la Corée, les Navajos, qui est une Première Nation au Canada, en Amérique du Nord, les Tibets, bref. Avant la Deuxième Guerre mondiale, ici, au Canada, aux États-Unis, il était très commun de rencontrer le Svastika sur des publicités, sur des produits de consommation, sur les objets de la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que ici, mais partout dans le monde, partout, même en Occident, le Svastika était considéré comme un symbole de chance et de bien-être. Alors, vous voyez ici, vous avez un ouvre-bouteille de la compagnie Coca-Cola. Si on parle des années 20, 30, vraiment avant les guerres mondiales. Ici, une publicité vous voyez, American Biscuit ici, probablement une publicité de biscuits. Ici, pour faire de la publicité sur du charbon. Ici, c'est une compagnie de distribution de fruits. Voilà, c'est écrit derrière. Moi, je ne le vois pas, mais vous le voyez. Ici, on voit une carte postale américaine. En bas, c'est écrit que votre drapeau glorieux et cette étoile de chance vous guide et vous garde pour toujours. Keep you everywhere. OK, vous garde, vous protège partout où vous soyez. Alors, on ne verrait pas ça aujourd'hui, le drapeau américain associé aux Svastika. Bref, ici, on voit une équipe de hockey féminin canadien. Alors, le symbole de Svastika, encore une fois, associé à la chance. Ici, un avion de poste, de la poste. On livrait la poste à l'intérieur du continent à une certaine époque, ça allait plus vite. Et sans doute que
dans un coucou comme ça, le pilote avait besoin d'un peu de chance. C'est pour ça qu'il y avait le Zvezka sur son avion. Ici, on voit des ancres de bateaux. Ces ancres de bateaux appartenaient à des bateaux de la marine britannique avant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le milieu maritime, le Zvezka portait chance aux marins. Alors, je reviens. Est-ce que je change? Non, je continue. Alors, tout ça pour dire que ça fait partie de la société environnante. Mais les peuples des Premières Nations de l'Amérique du Nord et du Sud connaissaient le Zvezka des milliers d'années avant l'arrivée des Européens sur notre continent. Et une de ces Premières Nations-là, millénaires, s'appelle les Choctaws. On dit que la présence de leurs ancêtres remonte dans la vallée du Mississippi, remonte à 4 à 8 000 ans. Alors, ça ne date pas d'hier. Et les nations des Navajos, des Apaches, des Hopis, des Lakota, les Lakota plus communément appelés Sioux, connaissaient déjà le Zvezka aussi depuis plusieurs siècles avant l'arrivée des Européens. Et leur légende et leur art traditionnel en témoignent. Alors, je continue. Vous voyez ici des vêtements traditionnels, je vais les appeler les Amérindiens, mais les peuples des Premières Nations. On voit très bien les Zvezka représentés. Ici, c'est un peu flou, mais c'est une tapisserie qu'on retrouvait chez les Premières Nations, les Autochtones ici. Ensuite de ça, c'est une représentation symbolique. On l'appelle la représentation des 4 vents. Ça symbolise les 4 saisons. Vous voyez le Zvezka ici. Et à ça est associé les rites de pêche, de chasse, les récoltes et tout ça. Alors. C'est vraiment très intéressant, Martin. J'ignorais que le Zvezka avait été aussi présent en Amérique du Nord pendant toutes ces années-là, puis qu'il y avait autant de représentations différentes. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les légendes qui proviennent des endroits où le Zvezka est présent dans le monde? Oui, effectivement, c'est intéressant. Il existe parmi les cultures à travers le monde des similitudes entre des fables, des légendes plus ou moins similaires et plus ou moins similaires à celles des Premières Nations, j'allais dire. Parce que notre référence durant la présentation, ça a été les Premières Nations parce que c'est eux qui sont près de nous. Alors, j'en discerne les deux principales. La plus importante est certainement celle qui fait allusion à des objets qui se déplacent dans le ciel et qui, évidemment, dans les cultures à travers le monde, sont toujours décrites avec les mots simples de ces époques-là. Hein, et ce n'étaient pas des époques technologiques. Alors, si je reviens au share screen qui a été effacé, ici, chez les, comment dirais-je, chez les Premières Nations, probablement les Navajos, je pense. Alors, on retrouve un des symboles très, très répandus, c'est le Firebird, hein, un oiseau de feu. Celui-ci, ce n'est pas le Firebird, c'est le Thunderbird, mais le Firebird. Alors, on s'imagine pourquoi les Amérindiens appelaient quelque chose dans le ciel Fire, parce que ça devait être très lumineux. Et pour eux, tout ce qui vole, ça ne pouvait être qu'un oiseau. Alors, c'est un Firebird nécessairement. Ici, on voit la représentation du Thunderbird, un oiseau tonnerre, donc qui devait faire du bruit. Et dans les légendes, on dit que le Thunderbird, il y avait de la foudre de feuilles qui sortait par ses yeux lorsque les yeux clignotaient et qu'il y avait des éclairs individuels qui étaient produits par des serpents lumineux qui le suivaient. Alors, c'est des descriptions vraiment, ça peut être les éclairs lumineux, ça peut être des faisceaux de lumière, hein, ça peut être des faisceaux d'éclairage, et eux l'exprimaient de cette façon-là. Et les serpents lumineux, ça peut être des réacteurs. J'essaie de l'imaginer, mais ça fait partie des légendes qui sont centenaires.
Et aussi, un autre symbole très répandu, c'est le Sky Snake. Alors, probablement, ont-ils vu un engin qui ressemblait, qu'ils ont associé à un serpent, mais encore une fois, pour être dans les airs, il faut que ça ait des plumes. Alors, c'est un serpent à plumes. Ici, on voit différentes représentations chez le peuple Navajo, comme on voit en haut spécifiquement, des symboles qui représentent de différentes façons le svastika. On voit le serpent à plumes ici qui a été mis 4 fois. C'est d'autres représentations différentes du svastika chez les Navajos. La deuxième similitude, qui est aussi très frappante entre toutes les légendes dans le monde, c'est la référence à des êtres lumineux, des êtres qui viennent du ciel, ou encore des petits êtres, des petits hommes. Si on revient à la mythologie Choctaw, il y a une légende qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui fait référence à un petit homme qui vivait dans les forêts très épaisses de l'époque et, euh, et à qui ils ont donné le nom de Bopoli. Alors, Bopoli, ce petit homme, n'était jamais vu par les Indiens ordinaires. Il était toujours vu soit par les prophètes ou les docteurs de ces tribus-là. Et beaucoup de médecins ont rapporté qu'ils avaient été aidés par Bopoli dans la fabrication de leurs médicaments. Et certaines histoires racontent aussi que Bopoli volait des petits-enfants qui l'amenait dans les bois et pour leur apprendre différentes plantes. Et après ça, il est retourné à leur village et puis il n'intervenait jamais auprès d'eux jusqu'à... et ces enfants-là devenaient plus tard les médecins de la tribu. Une autre légende chez les Sioux. OK? Euh, Chez les Sioux, on rapporte qu'il y a plusieurs siècles, ils ont eu la visite d'un être spirituel femme. Hein, donc, c'était une apparition physique. Et on dit que cette femme était magnifique, elle était irradiante de lumière et qu'elle a apporté au Lakota de hauts enseignements spirituels, ainsi que des rituels de paix à observer avec le calumet de la paix. Tout le monde connaît le calumet de la paix, donc la provenance, ce serait ça. Et ce rituel-là devait être partagé avec toutes les autres tribus. Un autre récit intéressant, et ça, c'est répandu dans tous les peuples des Premières Nations, c'est la référence aux Star People, okay? Les peuples des étoiles. Certaines prophéties racontent que les êtres des étoiles, avec lesquels ils disent avoir eu de nombreux contacts au fil des siècles, ils disent qu'ils reviendront au temps des changements terrestres. Et les premiers signes seraient les inondations, les feux, les tremblements de terre. Alors, on est de plus en plus là-dedans, j'ai l'impression. Donc, en résumé, qu'il soit question d'oiseaux de feu, de petits hommes, de peuples des étoiles ou encore des légendes d'ailleurs dans le monde qui parlent de tapis volants, de chars de feu, de gnomes, de farfadets, d'elfes, de feux follets, de chérubins, name it. Tous ces exemples semblent être des descriptions de phénomènes similaires, décrits évidemment, encore une fois, avec les mots simples de ces époques-là et selon les différentes cultures qui connaissaient le Svastika. C'est super. Je ne savais pas qu'il y avait... Ben, je savais qu'il y avait beaucoup de légendes, mais qui parlaient aussi étroitement de ça. C'est surprenant quand même. Il doit y en avoir énormément si on se réfère au nombre de svastika qu'on a vu au début de la présentation. Oui. Si les objets dans le ciel, puis les êtres des étoiles, comme on a entendu parler dans les légendes, s'ils sont des points communs entre plusieurs cultures, est-ce qu'il y a un lien entre le svastika puis ces êtres-là ou les objets qu'on voit dans le ciel? Bon, pour répondre à cette question, je dis qu'il existe présentement un mouvement philosophique international qui s'appelle le mouvement raélien. Brièvement, la philosophie raélienne explique que l'humanité a été créée scientifiquement par une civilisation venue d'une autre planète
ayant une parfaite maîtrise de la génétique. Okay? Cette civilisation-là porte le nom de Elohim. Elohim est un mot hébreu pluriel qui signifie ceux qui sont venus du ciel. On retrouve également Elohim, le mot Elohim dans la Genèse biblique écrite en hébreu. Et tous les prophètes de l'histoire de l'humanité ont été contactés par les Elohim. Et toutes les religions parlent de un ou de plusieurs dieux venant du ciel. Alors, je vous montre ici un livre. Ah, on voit le symbole ici. Okay. Ce livre a été écrit par Raël, le dernier des prophètes que les Elohim ont contacté le 13 décembre 1973. C'est pas, il y a plusieurs siècles, ça date de 1973. Raël existe toujours, hein, il est toujours vivant, il habite à Okinawa, près du Japon. Alors, dans ce livre, Raël raconte ce contact qu'il a eu avec un des Elohim et duquel il a reçu un message très important destiné à l'humanité qui explique la création scientifique de la vie sur Terre. Okay? Alors, ceci dit, le symbole que vous voyez sur les livres ici, okay, est le symbole qui représente les Elohim. Et chose très importante, ce symbole est gravé sur les engins dans lesquels les Elohim se déplacent. D'accord? C'est donc grâce aux nombreuses visites des Elohim depuis le début de l'humanité que ce symbole a pu être reproduit de différentes façons, et soit en totalité ou en partie, partout sur Terre. Et c'est dans ce livre aussi que les Elohim expliquent qu'ils ont créé les premiers êtres humains il y a un peu plus de 13 000 ans. Okay? Et c'est pourquoi j'ai affirmé au début de la présentation que les hommes connaissent le Zazka depuis un peu plus de 13 000 ans. Alors, ça correspond au moment où les Elohim ont créé les premiers êtres humains sur Terre, parce qu'ils ont créé toute la vie sur la planète. Et c'est pour ça que j'ai affirmé également au début de la présentation que le Zazka est connu de l'humanité depuis des époques où la navigation transocéanique n'existait pas encore, parce que les Elohim se promenaient partout. Donc, le Zazka ne s'est pas propagé de peuple en peuple, des peuples qui naviguaient sur un autre continent, qui ont transmis ça, etc. Fait que tout le monde connaissait en même temps le Svastika. Et oui. Donc, le svastika, il nous vient des Elohim, c'est eux qui l'ont emporté sur Terre. Tout à fait, tout à fait. Puis, Et ensuite de ça, une dernière chose que les Elohim nous disent, c'est qu'ils nous assurent qu'ils sont la seule civilisation qui visite l'humanité, puisque c'est eux qui ont créé l'humanité. OK. S'il vient des Elohim, le svastika, est-ce que ce symbole-là a une dimension philosophique qu'on ne lui connaît pas? Alors, on a dit que le svastika symbolisait l'infini dans le temps, okay, l'infini de la matière. Okay. Il n'y a pas de début ni de fin à tout ce qui existe autour de nous. L'univers a toujours existé et il existera toujours. La matière a toujours existé, elle existera toujours. Toujours la même matière qui se transforme. Donc, c'est l'infini dans le temps pour le svastika. L'étoile de David, c'est l'infini dans l'espace. Hein? La pointe qui pointe vers le haut, c'est l'infiniment grand. C'est l'infini de l'univers qui nous entoure, les systèmes solaires, les galaxies, les univers, les méga-univers, appelons-les comme ça. Et l'infiniment petit, tiens, je vais vous le montrer. L'infiniment petit, la pointe qui pointe vers le bas. C'est l'infini de la matière dans l'infiniment petit. Tout ce qui est vivant, on va dans l'infiniment petit de nos cellules, par exemple. Eh bien, on s'en va dans des structures infiniment petites, toujours dans l'infiniment petit, où on va retrouver les mêmes structures, des structures qui correspondent à l'infiniment grand. Donc, on va se retrouver dans des galaxies, on va se retrouver dans des systèmes solaires, puis on va se retrouver sur des planètes sur lesquelles il y a de la vie. Et dans la matière qui compose cette vie-là, bien, il y a un infiniment petit, puis on recommence exactement le même processus vers l'infiniment petit, puis c'est infini. Donc, l'étoile de David, c'est l'infini dans l'espace. Hein. Donc, les deux ensemble, l'infini dans le temps et l'infini dans l'espace, c'est le symbole de l'infini. Et je vous amène ici à trois anecdotes sur la présence du symbole des Elohim dans le monde.
Il y en a plusieurs, il y en a sûrement beaucoup plus, mais j'ai trouvé celle-ci. Dans un musée en Amérique du Sud, il existe deux petites statuettes représentant un homme et une femme, et ces deux statuettes portent à leur cou un médaillon qui représente le symbole de l'infini, le symbole que je viens de vous montrer. Deuxième anecdote, on raconte qu'il y a très longtemps, les empereurs japonais étaient désignés par les dieux. Or, au siècle dernier, on a exhumé le corps d'un de ces empereurs-là, et, euh, et cet empereur, ce corps-là, portait à son cou un médaillon qui représentait le symbole de l'infini. C'est assez stupéfiant. Et plus près de nous, actuellement, OK, il y a en Corée du Sud un site spirituel dédié à, pas dédié, mais dédié à Dangun. Dangun était le premier ancêtre coréen qui a fondé l'ancienne Corée il y a 7000 ans. Alors, on dit que Dangun était le fils de un des dieux célestes. Et leur temple est situé sur l'île de Mani, où se trouve, c'est-à-dire, elle est située sur une île où se trouve la montagne de Mani, sur laquelle les cérémonies consacrées aux dieux célestes sont pratiquées depuis des milliers d'années. Et devinez quoi? L'emblème qui représente cet ordre religieux est le symbole de l'infini. Est-ce que tu peux nous montrer une Voilà, image? Est-ce là, que tu en as une? je refais mon fameux partage d'écran. Et OK, là, on voit le symbole de l'infini. Ah voilà. oui, Et là, vous voyez, c'est ce temple coréen. Et leur emblème est le symbole de l'infini. C'est assez stupéfiant, n'est-ce pas? merci enfin, encore beaucoup pour toutes ces explications. Maintenant, non seulement on connaît la vraie signification du svastika, mais également on peut comprendre mieux comment il est apparu sur Terre. Mhm. Dis-moi, pourquoi c'est important que le monde connaisse la vraie signification du svastika? Alors, c'est très important, principalement pour deux raisons. Euh, il est très important de connaître la vraie signification du svastika par respect pour les millions de personnes à travers le monde qui méditent devant ce symbole-là à tous les jours, un symbole qui dégage des ondes de forme très, très harmonisantes. Et également de faire en sorte que l'Occident, OK, comprenne que depuis toujours, le svastika n'a jamais été un symbole associé à la négativité ou à la violence. Parce que ce manque de connaissances sur le svastika pourrait potentiellement conduire à des gestes très malheureux sur des personnes qui affichent ouvertement leur amour pour ce symbole de paix et d'harmonie. Et une conséquence directe, je dirais, de ce manque de connaissances de la part des Occidentaux offusqués par le svastika, euh, et que le Japon actuellement songe à retirer le svastika qui identifie depuis plusieurs siècles, non pas depuis plusieurs siècles, depuis un siècle, l'emplacement des temples religieux sur les cartes touristiques du Japon. Alors, vous voyez jusqu'où je souligne entre guillemets, jusqu'où l'ignorance peut conduire. Bref, c'est malheureux. Et j'espère qu'ils vont revenir sur cette intention-là et d'opter plutôt pour l'enseignement, pour, sur l'enseignement chez les Occidentaux pour leur faire comprendre quelle est la vraie signification du Svastika. Et d'ailleurs, pour le Svastika, c'est la mission qu'il se donne. Et deuxièmement, l'autre aspect, évidemment, vous l'avez vu à travers la présentation, euh, la présentation nous démontre aujourd'hui que le svastika n'est pas un symbole qui a été inventé par l'homme, mais qu'il vient bel et bien d'ailleurs. Et c'est pourquoi il est également primordial de faire savoir à l'humanité que non seulement la vraie signification, de faire connaître non seulement la vraie signification du symbole, mais aussi son origine, d'où il vient, d'où l'origine extraordinaire du symbole bouddhiste, parce que ça fait partie du symbole des Elohim. Et ce n'est pas pour rien qu'il est partout. Les Elohim ont fait en sorte que les symboles soient présents sur tous les continents, dans tous les peuples, afin qu'ils servent de preuve euh, euh, lorsque les Elohim reviendront. Parce que les Elohim
tel qu'il est mentionné dans ce livre-là, souhaitent officiellement prendre contact, venir prendre contact officiellement avec l'humanité qu'ils ont créée. Et parce que les Elohim aiment profondément l'humanité et souhaitent nous aider à solutionner les problèmes auxquels on fait face actuellement. Mais tout d'abord, évidemment, ils veulent sentir que nous les reconnaissons comme nos créateurs et que nous les respectons, que nous souhaitons vraiment leur venue. Et par-dessus tout, ils veulent sentir que nous les aimons. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, il est vraiment important que le symbole, que le Zaska soit reconnu et qu'il soit réhabilité. Et pour terminer, je reviens au partage d'écran. Pardon, c'est ici que je vais aller. Si vous voulez aller visiter le site causedehandicap.org, vous allez être à même de vous rendre compte la multitude de formes, la richesse qu'a le Zaska à travers le monde, les multitudes de formes et de styles avec lesquels le Zaska a été reproduit. Et vous rendre compte aussi à quel point le Zaska est toujours présent autour de nous. Vous regardez autour de vous des architectures, n'importe quoi, vous allez pouvoir distinguer le Zaska qui est partout encore autour de nous. Et si vous voulez lire le livre que je vous ai montré, le livre qui dit la vérité, vous allez sur raël.org et il vous est possible de le télécharger gratuitement, mais sous le titre de la toute dernière version qui s'intitule « Le message donné par les extraterrestres ». Et la version anglaise du livre, c'est « Intelligent Design ». J'ai omis de le mentionner ici. Alors, voilà, c'est ce qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup, Martin. Alors, ben voilà, c'est ainsi que prend fin notre présentation sur l'origine extraordinaire du symbole bouddhiste pour souligner la journée internationale de réhabilitation du svastika. Merci Martin, merci à tous d'avoir été là et n'hésitez pas à consulter le site prosvastika.org pour en savoir davantage sur ce symbole de paix, de bien-être et de spiritualité. Alors, merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.